comme on le constatait d'ailleurs depuis quelques semaines, depuis quelques mois, Daesh est maintenant presque ouvertement soutenu par la coalition US, en particulier par les militaires américains. Et puisque, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus qu'autour des bases militaires américaines qu'on trouve Daesh, qu'on trouve les effectifs de Daesh et les bases de Daesh. Tout à fait. Ce sont des faits accablants pour l'armée américaine et pour les États-Unis et toute la coalition qui de plus en plus ouvertement soutient Daesh, qui en plus de plus en plus ouvertement soutient leur infiltration dans le territoire syrien. Alors, ils couvrent l'infiltration, enfin les intrusions qui, fort heureusement, sont repoussées par l'armée syrienne. Je voudrais ajouter à toute la liste que vous avez citée, qui est déjà assez copieuse, Oui. des attaques aussi qui ont été des intrusions de Daesh du côté de Soueïda, à l'ouest de Soueïda, qui est dans le sud de la Syrie, et à Dera, donc qui ont occasionné aussi des morts de civils et des morts des martyrs aussi de l'armée syrienne. De l'armée arabe syrienne, mais qui ont été aussi repoussés et qui ont été largement défaits. Il y a eu aussi des attaques contre les villes de Foua et Kafria, qui sont des villes encastrées dans le territoire d'Idlib. On peut dire des Oui. villes martyrs, hein, et ça. Ouais, tout à fait, des villes martyrs, vraiment. Donc là, ils recommencent à leur tirer dessus, des francs-tireurs qui sont cachés et qui se mettent, comment dire, qui se renforcent dans leur position, qui se mettent en position dans les villages environnant ces deux villes. Donc il y a eu des enfants qui ont été tués et des femmes. Et voilà, bon, tout ceci fait que ça ne retarde pas, enfin ça retarde effectivement la libération, mais la libération de la totalité de la Syrie arrivera inéluctablement. Il y a la détermination et une très grande volonté, pas seulement de la population, de l'armée, du pouvoir, et aussi de l'ensemble de l'axe de la résistance. Et tout ceci, on se donne la force par la détermination. Cette détermination, elle est particulièrement mesurée. Je parlais tout à l'heure de la menace de Netanyahou contre la personne de Bachar Oui. el-Assad. C'est probablement un effet de la peur sioniste concernant en particulier la préparation par l'armée syrienne de la libération du sud du pays, hein, c'est-à-dire toute cette zone qui est en fait en contact avec la frontière jordanienne et la zone soi-disant démilitarisée du Golan, occupée syrien, qui était auparavant, je dirais, surveillée par les soldats de la paix de l'ONU, qui ont fui après un espèce d'enlèvement bizarre d'ailleurs, hein, très bizarre. Un enlèvement complice avec Israël, en fait. Parce qu'Israël s'était bien contenté de la présence des terroristes de Nosra à ses frontières. Oui, oui, tout à et fait. Aujourd'hui, elle s'alarme complètement parce qu'elle couvrait aussi leur avancée dans le territoire syrien par son aviation. On se rappelle d'ailleurs de ces photos, de ces vidéos où on voit des terroristes soignés dans les hôpitaux de campagne israéliens. Hein. Exactement, c'est des vidéos qui sont passées par la télé israélienne, donc très véridiques, puisque c'est eux qui le disent, pas parce que la télé israélienne est toujours, elle parle de la vérité, mais en fait c'est eux qui condamnent leur propre pouvoir à coopérer avec les terroristes et qui le montrent. Donc ça c'est un point qui est très important. Je voudrais quand même rappeler pourquoi aujourd'hui Israël a peur, parce que après cette fameuse nuit des missiles, comme ils l'ont appelé, où les missiles syriens ont pu détruire 8 de leurs bases militaires
dans le Golan occupé, il commence à flipper, si on peut dire, et il voudrait que les Américains les protègent. Il voudrait que les accords interdisent à l'État syrien dirigé par le président Assad qui est déterminé aussi à libérer toutes les parcelles syriennes occupées. Donc, on ne cache pas la volonté de libérer le Golan, qui est occupé illégalement, et pour lequel il y a eu des différentes décisions de l'ONU pour aussi le retrait des Israéliens de ces territoires occupés illégalement, pour lesquels Israël n'a eu même pas la moindre attention et pas la moindre application. Effectivement, le fait que l'armée syrienne, même après 7 ans et demi de guerre, retrouve sa santé, retrouve sa force, arrive à répondre, à faire tomber les F-16 américains donnés à Israël, qui sont la gloire de cette armée israélienne, oui, d'une part, et puis d'autre part le fait que les missiles de défense aérienne syrienne aient aussi pu attaquer les bases israéliennes. Bon, ça met effectivement les Israéliens en panique parce qu'ils auraient toujours voulu continuer à agresser la Syrie en toute impunité, comme c'était le cas à un moment donné. Or, aujourd'hui, il s'avère que ça n'est plus possible et c'est ça qui les effraie. Donc, ça les effraie. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient, eux, agresser tout le monde, aussi bien le Liban que la Syrie, en toute impunité. Absolument. Donc, c'est bien leur rôle d'agresseur qui est mis en danger aujourd'hui, et donc pas du tout les civils, etc., comme ils avaient l'air de dire. D'ailleurs, je tiens à rappeler que Samahat al-Sayyid Nasrallah, dans son discours pour la journée Al-Quds, il disait: nous ne voulons pas jeter les Juifs à la mer, nous ne voulons pas tous les tuer, nous voulons juste reprendre les droits du peuple palestinien, juste à ce que cet État, et il est important que cet État qui agresse tout le monde arrête de le faire, et cet état d'occupation, et surtout mettre fin à l'occupation et à l'agression quotidienne et systématique contre le peuple palestinien et contre les pays autour, les pays du voisinage. Donc, c'est en fait en tout état de droit que nous agissons. Alors Essar, je vais vous donner une série de 4 ou 5 même d'ailleurs, informations que je vous laisserai commenter ensuite pour aller plus vite parce que la fin du SITREP se profile assez rapidement maintenant. Oui, vous m'avez dit la Syrie préside la conférence sur le désarmement pendant un mois aux grandes dames d'Israël et des USA. Ensuite, malheureusement, l'Union européenne a renouvelé les sanctions contre la Syrie pour 1 an. Voilà, donc s'il y a une attitude plus dégueulasse que celle-là, je pense que ça serait un record, parce que c'est vraiment contre les civils syriens que ces sanctions finalement agissent. Hein. Donc c'est quand même assez vicieux, c'est même très vicieux. Bachar al-Assad ouvre le dialogue avec le FDS, hein, c'est la fameuse milice kurde, hein, manipulée par les Américains, qui lâchent leurs alliés pour un oui ou pour un non. Donc là, apparemment les Américains, avec leur tendance à utiliser les gens et à les jeter quand ça leur plaît pas, ont fini par créer de l'animosité contre eux. Hein. Bon, bah c'est bien fait pour eux. Du coup, votre président arrive à dialoguer avec eux et peut-être que quelque chose est en train de se retourner contre les Américains dans la zone occupée par eux, c'est-à-dire à l'est de l'Euphrate. Vous m'avez signalé aussi le retour de centaines de familles dans la partie libérée du gouvernorat d'Idleb à Abu Dour, fraîchement libérée. Donc, hein, c'est cette partie qui a été libérée, je crois, il y a à peu près 5-6 mois, il me semble bien. Hein.
Tout à fait, Hein. effectivement. Vous m'avez signalé Euh, également le brouillage des communications télévisuelles de la chaîne Al-Khabiya, Al-Akhbariya, oui, Al-Akhbariya, Al-Akhbariya pendant plusieurs Soudan, heures. Donc ça signifie tout à que, fait. et il faut pas s'étonner puisque, bon, bah, je vous le signale parce que vous l'avez peut-être pas remarqué, mais pendant à plusieurs reprises, votre image s'est figée. Hein, donc ça signifie qu'on est sous attaque informatique. Hein, donc il n'est pas très étonnant que cette chaîne d'information qui commence à être diffusée, qui est diffusée d'ailleurs par Internet, hein, j'ai donné à plusieurs Tout à reprises fait. le lien pour aller voir, ben forcément elle est attaquée elle aussi parce que l'objectif de ces gens qui attaquent nos communications, c'est de nous réduire au silence, hein, c'est de faire en sorte que le reste de l'humanité ne sache pas ce qui se passe en Syrie. Hein. D'ailleurs, merci de le dire. Et d'ailleurs, donc effectivement, la Syrie préside ce conseil de désarmement, qu'il y a eu aussi entre-temps, entre la préparation de notre site REP et puis aujourd'hui qu'on a eu la possibilité de le faire, il y a eu des événements qui se sont aussi déroulés où il y a eu la conférence de Shanghai, il y a eu une Oui. réunion des pays, il y a eu le G7 et une réunion des pays souverains, qui tous d'ailleurs, je peux dire, sont... et puis la réunion entre Trump et Kim Jong-un hier, hein, où tout le monde dit on est contre la prolifération des armes nucléaires. Donc la Syrie défend en fait dans le Conseil de désarmement défend la position d'un Moyen-Orient exempt de toute arme nucléaire. Notamment, je voudrais rappeler quand même que Israël dispose de 320 ou plus, d'ailleurs personne ne le sait, combien de têtes nucléaires a Israël, alors qu'on est en train de tergiverser sur le niveau d'enrichissement de l'Iran, et puis que les États-Unis soient sortis de l'accord de l'Iran, que d'un autre côté, on veut désarmer la Corée du Nord, alors qu'on n'a pas d'idée non plus de l'arsenal nucléaire, de l'armement de la Corée du Sud, qui est allié des Américains, l'arsenal nucléaire des Américains et de tous les autres pays, en fait, des pays de l'OTAN, ne l'oublions pas. Et en fait, on peut dire quand même que la paix mondiale, elle est plus menacée par cet axe-là. Elle est plus menacée aussi par Israël, qui est le pays qui agresse à tour de rôle tout le monde. Donc, c'est important. Il y a un lien très direct d'ailleurs entre le comportement sioniste qui consiste à piétiner toutes les résolutions du Conseil de sécurité et les sales habitudes américaines qui consistent à piétiner leur propre signature, leur accord, les accords avec les autres. On le voit avec le fameux accord nucléaire concernant l'Iran, hein, Oui, sur l'enrichissement. Et puis le message des Iraniens à Kim Jong-un qui lui a expliqué qu'il fallait faire très attention vis-à-vis de Trump, parce que comme il est sorti de l'accord, unilatéralement de l'accord sur le nucléaire, il n'y a pas de raison d'accorder plus de crédit à sa signature sur un accord pacifié, enfin sur quelque chose qui serait un espèce d'accord de première salve pour essayer d'aller plus loin dans un accord de paix, puisque les Américains seraient incapables de respecter leur signature. Donc là, c'est très intéressant parce qu'il y a un lien très direct, il y a un rapport, c'est que l'un comme l'autre, Israël comme les États-Unis, ne sont absolument pas capables de respecter leur propre signature, leurs engagements, et encore moins de respecter les traités internationaux. Tout à fait. Je voudrais quand même rappeler qu'ils se font les champions de la non-utilisation du nucléaire et puis les champions de la non-utilisation des armes chimiques, alors quand même qu'ils sont les premiers à utiliser le nucléaire et les armes chimiques contre le monde entier. Oui. On peut rappeler rapidement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui ont utilisé le nucléaire contre le Japon, c'est eux qui ont utilisé les armes chimiques, l'agent orange contre le Vietnam,
qui ont utilisé, et c'est Israël qui utilise le phosphore, c'est eux qui utilisent, ce sont les Américains qui utilisent les bombes à phosphore aussi à Raqqa et qui tuent toute la population civile. Ouais. Donc en fait, tout ceci est fait pour les condamner et les accabler. Et alors qu'ils sont toujours en train de jouer le gendarme du monde et le gendarme des droits humains, alors qu'ils sont les premiers à les violer et à violer la souveraineté des pays et à violer aussi la charte des Nations Unies. Donc tout ceci est à garder à l'esprit à chaque fois qu'on s'adresse, que les Américains interviennent et les pays occidentaux aussi de l'OTAN qui sont sous leur houlette, hein, et clairement, parlent de droits de l'homme et de paix, etc. C'est bien. Donc, moi, à ce titre-là aussi, je voudrais rappeler que dans cet accord qui a eu lieu et que aussi les Américains n'ont jamais signé cet accord, ce traité de la non-prolifération des armes nucléaires dans le monde, qui est signé aussi par pas mal de pays. Et eux, ils ne l'ont pas signé. Et ils n'ont pas signé le traité contre les armes chimiques non plus. Alors justement, on va parler je dirais, des adversaires résolus des États-Unis. C'est la Chine et la Russie qui ont affirmé l'importance de respecter la souveraineté de la Syrie, hein, dans un communiqué. Tout à fait, dans un communiqué commun. Voilà. Et puis d'œuvrer ensemble pour la reconstruction de la Syrie. Et puis surtout, une solution politique en Syrie, syro-syrienne, ce qui n'est pas sans déplaire aussi aux Américains. Et enfin, toute cette volonté aussi de construire un monde plus équitable ensemble, où il y a où on peut les pays souverains puissent exercer leur souveraineté et leur liberté. Donc, ce sont des résultats très importants, alors que le G7 se termine aussi en déconfiture, oui, fiasco, de l'ensemble des pays du G7 par rapport donc ceci par rapport aux sanctions entre guillemets, oui, qui sont aussi proposées par les États-Unis contre les États européens, en augmentant les taxes de douane contre toutes les importations de l'Europe et contre toutes les importations de l'Australie et du Canada aussi, et tous les pays qui sont leurs alliés. Donc oui, oui. Là aussi... C'est intéressant d'ailleurs. Hein. On constate que l'impérialisme est à tel point violent, à tel point méchant, qu'il est capable de se tirer une balle dans le pied, puisque que feraient les Américains sans les Européens qui sont les laquais de l'impérialisme US, hein. Donc si jamais, devant des difficultés financières, puisqu'on connaît évidemment à peu près le montant de la dette américaine, ils en sont réduits à s'attaquer à leurs propres alliés, ce qui est, oui, c'est un suicide. Tout à fait. Enfin, c'est une. Ils les considèrent pas vraiment comme leurs alliés, à mon avis, dans ce type de mesure. Ils les considèrent vraiment plus comme leurs laquais, comme leurs valets, oui. Et plutôt que leurs alliés. On a constaté historiquement de toute façon que les Américains, ils ont du mal, comme d'ailleurs les Occidentaux, les autres pays, la France, l'Angleterre, pareil, ils ont du mal à avoir des amitiés ou des alliés sur le même pied d'égalité avec le respect de leur souveraineté, et que c'est toujours un rapport de domination. Oui. Donc voilà, Mais à un moment donné, je veux dire, ça tourne en eau de boudin. Hein. On l'a vu avec ce G7 qui effectivement est un fiasco. Le tweet de Trump juste après la fin a été le coup de grâce. Hein. C'était clair. Hein. Tout à fait. Tout à fait. On parlait de la Russie et de la Chine qui faisaient un communiqué pour, je dirais, encourager, en tout cas, enjoindre tout à chacun à respecter la souveraineté de la Syrie. Poutine, dans sa série de questions-réponses, qui était la ligne directe entre lui et les citoyens russes, a insisté sur le fait qu'il n'était pas question que l'armée russe parte de Syrie avant que
avant la destruction totale des terroristes. Hein. Donc, pour ceux qui avaient encore un doute sur le soutien russe à la Syrie, je pense que là, la réponse de Poutine était particulièrement claire et indiscutable. Absolument. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, soutenir la souveraineté de la Syrie et que, en fait, l'affaire de la Syrie est l'affaire du peuple syrien et le rejet de toute ingérence. Ça, c'est aussi un point très, très important et à la gloire, je dirais, de Poutine et de la Russie. Ils sont là pour aider la Syrie à vaincre le terrorisme et pas du tout pour s'ingérer dans ses affaires intérieures. Donc ça, c'est un message qui est clair, net et précis, exempt de toute ambiguïté pour tous ceux qui disent « Ah, la Russie veut dominer la Syrie, la Russie veut faire la politique à la place des Syriens, etc. » Ça, c'est très, très important quand même. Alors, deux informations... oui, excusez-moi, Essa. Parce qu'on va vite, tout simplement, parce qu'on se rapproche de la fin. Vous m'avez parlé d'une conférence du ministère des Affaires étrangères syrien, du ministre des Affaires étrangères syrien, concernant la réunion, la constitution, pardon, hein, la réforme de la constitution, en recadrant au passage Staffan de Mistura, qui semblait clairement s'accaparer les avancées sur les discussions entre les Syriens, donc sur la création d'une commission d'études constituée de 50 noms qui représenteraient la Syrie sur la concrétisation de réformes d'une partie de cette constitution. Tout à fait, c'est-à-dire que, comme je revenais à cette conférence de Sochi qui a eu lieu en janvier, qui avait décidé qu'il y aurait une commission pour discuter certains points de la constitution actuelle en Syrie, qu'entre-temps, il y avait eu des déclarations en fait du ministre adjoint aux Affaires étrangères disant que de toute façon la constitution syrienne est très évoluée, qu'il y aurait effectivement une commission qui va discuter certains amendements et pas du tout sur le fond, et que là, 50 personnes, les noms de ces personnes ont été donnés donc à la Russie et à l'Iran. Donc 50 personnes qui représentent effectivement le point de vue du peuple de la Syrie, bon, s'il y en a d'autres, et en tenant à ce que la majorité de la représentation puisse être pour l'État syrien, mais aussi que les décisions seront prises à l'unanimité, de toute manière, de cette commission. C'est-à-dire, s'il y a d'autres personnes que les 50 qui viennent donc de la dite opposition dont on avait parlé, on continue à discuter jusqu'à ce que les décisions soient prises à l'unanimité. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui était très important aussi, que de Mistura a pris connaissance de cette liste de noms. Il a commencé à dire qu'on lui avait donné officiellement alors qu'il n'a absolument aucun rôle. Il est à jouer dans cette réunion. Il a commencé à parler de Genève, qu'il voulait réunir cette commission à Genève, alors qu'en fait, non. C'est encore une tentative des... Excusez-moi, c'est encore une tentative... C'est incroyable quand même. Hein. C'est encore une tentative des Occidentaux de ramener, de tirer la couverture à eux pour ramener ça à Genève. Hein. Sans arrêt, cette espèce d'anti-Astana, ils essayent d'organiser... Vraiment, ils ne reculent devant aucune perfidie pour essayer de s'accaparer des choses qui concernent la Syrie. C'est effarant, ça, quand même. Hein. Tout à fait. Donc, par des moyens détournés, ils voulaient... Est-ce que ça se tienne là? Est-ce qu'il y ait des représentations autres des alliés de l'Occident? Est-ce que, etc. Et là, vraiment, le ministre des Affaires étrangères, Dr Walid Moallem, il l'a bien recadré en disant « Nous ne voyons pour de Mistura qu'un rôle de facilitateur de dialogue et rien d'autre. » Donc, pas du tout de rôle de proposition, de solution, pas son rôle de... Donc là, c'est vraiment, ça a été bien recadré. Voilà. Alors, il y a une autre nouvelle qui est très intéressante,
Euh, Parce que on a une version, nous, en Europe, hein, en France en particulier. On a une version de l'histoire qui est assez tronquée. On a le chancelier, enfin pas le chancelier, je me rappelle plus quel est le titre d'ailleurs, mais c'est le représentant, le plus haut représentant avant le président en Autriche, qui a décidé de fermer des mosquées. Le chancelier. Le chancelier, voilà, le chancelier. Le chancelier autrichien, effectivement, a décidé la fermeture de plusieurs mosquées et l'expulsion de 60 imams de l'Autriche. Oui. En fait, c'était 7 mosquées, ou 6 ou 7 mosquées qui ont été fermées et 60 imams qui ont été expulsés ou prêts à être expulsés, ce qui a soulevé la colère de Recep Tayyip Erdogan, puisqu'il relevait de lui, ce sont des frères musulmans. Donc là aussi... Vous m'avez dit autre chose aussi. Vous m'avez dit qu'il y avait aussi des comment je dirais, des prédicateurs saoudiens qui ont été éjectés. Oui, des prédicateurs qui sont animés par la Turquie et l'Arabie Saoudite. Oui, donc on a en fait deux types de prédicateurs. On a les prédicateurs des frères musulmans et les prédicateurs des wahhabites. Oui, tout à fait. Hein, tout simplement. Mais ce qui est très intéressant, ce que vous m'avez dit en préparation de ce site-rep, c'est que tout ça n'est pas arrivé par hasard. Ça n'est pas arrivé par hasard. C'est apparemment le moufti qui aurait mis en garde une délégation autrichienne en visite en Syrie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire il les a mis en garde contre les effets néfastes des prédicateurs wahhabites et qui sont pardon, je vous en prie, systématiquement et les prêcheurs en fait qui sont systématiquement soutenus. Pardon. Je vous laisse boire parce que effectivement là voilà. Parce que l'Arabie Saoudite non seulement les soutient au niveau politique, mais l'argent saoudien coule à flot pour propager le wahhabisme en Europe. Donc, il est important. Le mufti, Samahat al-Mufti Hassoun de la Syrie, leur a fait une alerte ou un point d'attention disant faites attention, ça court et faites attention à ces points-là. C'est très important pour la sécurité et la sûreté des peuples d'Europe. S'il y a quelqu'un qui peut parler de ça, hein, c'est évidemment c'est un haut dignitaire religieux sunnite, non, c'est ça? C'est-à-dire, bien sûr, il est le mufti de la République, il est le chef, disons, de tous les Syriens, le mufti. Mais il est effectivement, comme la majorité en Syrie est sunnite, etc. Enfin bon, il est sunnite, mais c'est... moi, je refuse de parler en ces termes-là parce que c'est pas parce que c'est sunnite ou chiite ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr, c'est surtout parce que c'est musulman et que les wahhabites sont en train de travestir l'islam et de le transformer. C'est pas l'islam, c'est un islam violent et ravageur qu'ils ont créé pour le besoin du terrorisme. En fait. Donc, c'est effectivement, en tant que même défenseur de l'islam, il leur dit de se méfier de ce faux islam. Alors, et ça, vous avez raison, mais... transforme les gens. Alors, et ça, vous avez tout à fait raison. Simplement, je voulais que vous me disiez, que vous me confirmiez qu'il est bien sunnite, parce qu'il y a aussi un autre discours qui a certainement pour origine une cabale sioniste, c'est de faire croire que ce qui se passe en Syrie est une guerre confessionnelle entre les sunnites et les chiites, alors que 70% de la population syrienne est sunnite. Et donc, par définition, 70% des effectifs de l'armée syrienne est sunnite. Tout à fait. En fait, moi, je voudrais dire quand même que la cabale que vous appelez sioniste et occidentale
elle a eu plusieurs étapes. Au début, on disait c'est une guerre civile pour la démocratie. Oui. Très vite après, on a commencé à dire c'est une guerre contre les chiites. Et peu de temps après, on a commencé à dire c'est une guerre des sunnites contre les chrétiens. Ouais. Et on a appelé les chrétiens à quitter le pays. Et même Sarkozy, rappelez-vous, il a demandé aux chrétiens de venir en France. Ouais. Et après, ils ont commencé à dire c'est une guerre ethnique parce qu'on est pour les droits des Kurdes et des autres ethnies. Donc, différentes étapes de cette cabale, sachant qu'au tout début, ils ont commencé par retirer complètement, enfin tous les pays occidentaux de l'OTAN ont commencé par retirer leurs ambassades et par suspendre tout ce qui est information et médias syriennes de toutes les antennes. Alors bravo pour la liberté d'expression, bravo pour la démocratie et bravo pour la manipulation de l'information. Tout ceci, ça a été pour cacher une véritable guerre d'agression par terroristes interposés, par proxy qu'ils ont amenés et recrutés par d'autres pays. En fait, recruté, c'est l'Arabie Saoudite qui a recruté, armé, etc., qui a payé surtout pour tout ça. Les camps d'entraînement ont eu lieu en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Arabie et en Turquie, et même au Qatar. Et puis voilà, maintenant, et puis c'est la technologie occidentale agissant, aussi bien au niveau des techniques, au niveau des industries d'armement, au niveau de la logistique et au niveau de la direction. Donc, des chambres d'opération, rappelons-nous, la chambre d'opération dite le MOC en Jordanie, la chambre d'opération en Turquie, à Adana et dans toutes les frontières de la Turquie, etc. Tout ça, ça réunissait des généraux français, britanniques, américains et du Mossad, bien sûr. Donc, en fait, très rapidement, on a brossé un tableau véritable de cette guerre contre la Syrie. Tout ceci pour casser la colonne vertébrale de la résistance à Israël et du soutien à la résistance palestinienne. Alors, il y a 3 événements qui ont été fêtés dernièrement en Syrie qui concernent le Liban. Alors, la première date, c'est le 25 mai 2000 pour la première victoire du Hezbollah sur Israël, qui occupait le Sud-Liban à l'époque. Oui, donc la libération du Sud-Liban, effectivement. Le 30 mai, c'est le jour de la Nakba, qui correspond à l'année 1948, pour forcer la fuite des Palestiniens de leur territoire. Et puis la journée du 5 juin 1967, un jour de l'attaque d'Israël contre la Syrie, c'est la fameuse guerre des 6 jours, qui a été le début de l'occupation du Golan syrien. Tout à fait. Voilà. Et tout ça s'inscrit... Oui, tout ça s'inscrit en fait dans les activités et les choses en dehors de la guerre qui s'organisent, qui se sont organisées en Syrie ces derniers jours. Alors je vous laisse en parler parce qu'en plus on n'est pas très loin de la fin du Ramadan, sauf erreur. C'est ça. Voilà. Donc je vous laisse finir le sitrep avec ces éléments-là. D'accord. Oui, bon, effectivement. Donc pour tous ces éléments, il y a eu une grande mobilisation de la population. Soutien à la résistance palestinienne, des manifestations aussi pour la libération du Golan, pour la libération de la totalité de la Palestine aussi, et vraiment je peux dire ça a été des manifestations de millions de personnes dans pas mal de pays arabes et surtout en Syrie. Là, c'était en Syrie, en Palestine et surtout au Liban. Au Liban, la grande démonstration s'est tenue, comme d'habitude, dans une ville du sud qui donne sur les frontières aujourd'hui de l'entité israélienne, donc qui donne sur Israël. Et là, il y a eu un discours vraiment solennel de Samahat al-Sheikh Nasrallah,
comme d'habitude, qui attise la détermination des populations à lutter contre l'injustice et contre l'occupation. Et la réalité est que il n'y a plus de pays occupants sur Terre à part Israël. Donc, il est important d'en finir. Donc, voilà, ça a été une très grande mobilisation, très suivie par tout le monde. D'accord. Et moi, je voulais... donc, en fait, on reboucle avec le premier point avec lequel nous avons commencé, qui est aussi la grande mobilisation en Palestine, oui. Pour cette journée de Jérusalem, qui est la journée de tout le monde, de tout l'axe de la résistance, mais du monde entier. Elle devient la journée du monde entier pour la justice, pour tous les peuples épris de justice et épris de paix, et qui luttent pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à disposer de leurs terres et de leur richesse eux-mêmes, et donc contre tout occupant et contre toute ingérence. Et là-dessus, je peux dire à très bientôt à tous nos auditeurs pour le SITREP 42, c'est ça? Oui, tout à fait. Le prochain, pour le SITREP 42. Et je vous souhaite aussi un bon Eid al-Fitr, Saïd, donc un bon Eid du Ramadan. Et nous nous retrouverons très rapidement donc après le Ramadan, après l'Aïd. En tout cas, merci Essar, parce que on a travaillé pour faire ce SITREP, on a travaillé contre l'adversité surtout, vous avez eu une patience étonnante, parce que on a raté le premier rendez-vous à cause de ces premières attaques. On a raté le rendez-vous du samedi matin après cette seconde attaque, et il a fallu attendre ce matin pour arriver à enregistrer ce SITREP. On n'est évidemment pas à l'abri de nouvelles attaques, hein. Chacun a pu le constater durant le SITREP, hein. L'image s'est figée, le son s'est brouillé, donc on est constamment, comme la chaîne syrienne par satellite, hein, qui est attaquée également. On espère pouvoir continuer les SITREP parce que c'est une bouffée d'air frais, c'est une source d'information absolument indispensable dans cet océan de propagande occidentale. Et moi je tiens à vous remercier parce que vous avez été d'une grande patience, d'une grande énergie pour soutenir ce SITREP, parce que c'est pas évident hein, quand les moyens matériels modestes sont attaqués par des gens qui sont sans scrupules et qui ont des moyens illimités, de continuer dans cette direction. Et donc je vous remercie beaucoup d'être fidèle à ce rendez-vous aussi, parce que c'est important, c'est du travail, c'est de la fidélité. Et, merci encore une fois. Et c'est moi aussi, moi je vous remercie aussi Tom, hein, de votre ténacité et votre volonté aussi à continuer. Je voudrais aussi dire à tout le monde, défendre la liberté d'information et défendre aussi la liberté de penser. Et le devoir de nous tous contre l'adversité, mais aussi contre tous ceux qui veulent nous transformer en bouches qui ne font que manger et en oreilles qui ne font que consommer. Donc, il est important que nous que nous sauvegardions, je dirais, notre liberté de penser et notre liberté de penser critique, et que nous fassions de nos propos aussi, de ces médias alternatifs, des médias de combat pour la liberté. Et merci beaucoup. Merci Essar, et à très bientôt à nos vidéos spectateurs et spectatrices pour ce 42e et précieux SITREP. Merci beaucoup Tom. Très bonne journée à tous. Très bonne journée aussi. Au revoir. Au revoir.